Bienvenue au premier débat de notre fête, intitulé « Face à l'urgence climatique, l'urgence de la révolution ». Donc je vais parler une vingtaine de minutes normalement, ce que j'ai prévu, vous me direz si je dépasse. Et après, on aura une petite heure, 3/4 d'heure, 1 heure pour débattre. Voilà, donc je me prendrai. Mais bon. Alors comme l'annoncent depuis des années les scientifiques, le dérèglement climatique il est en train de prendre une tournure catastrophique. Parce qu'une des conséquences du réchauffement climatique global de la planète, c'est la multiplication des événements extrêmes qui deviennent à la fois plus intenses et plus fréquents. Alors, je ne vais pas faire une énumération, tout le monde, je pense, l'a vécu un peu cet été, entre les épisodes caniculaires, les sécheresses extrêmes, les incendies en Gironde, mais pas qu'ici, parce qu'il y a aussi des méga-feux dans bien des endroits dans le monde. Et pour ne prendre un petit peu qu'un exemple, il y a quand même le Pakistan qui est très significatif, puisque cet été, ils ont eu d'abord une vague de chaleur extrême et qui a été suivie par des pluies torrentielles, une mousson exceptionnelle qui fait que, les chiffres varient selon les sources, mais c'est presque un tiers du pays qui a été sous les eaux, 1500 morts, 1 million d'habitations détruites et une inondation qui n'est toujours pas terminée, même s'il y a encore toute une partie du pays qui est sous l'eau, avec les conséquences que ça aura probablement en termes d'épidémie dans les semaines et les mois qui viennent. Alors l'été 1922, avec cet enchaînement de catastrophes, est un avant-goût, d'après ce que disent les scientifiques, de ce qui va se passer dans les prochaines décennies. Et cette réalité, elle devient de plus en plus concrète pour des millions de gens à travers le monde, et même jusqu'ici en France. Alors le changement climatique, comme l'effondrement de la biodiversité, il y a un chiffre qui est paru, il y a 69% de la faune de vertébrés qui aurait disparu en tant que nombre, chiffre d'individus, pas d'espèces, depuis les années 70. Alors tout ça, ça constitue une menace pour l'humanité, avec déjà des retombées cataclysmiques pour des millions de personnes, des centaines de millions d'humains. Alors face à cette catastrophe majeure qui menace l'humanité, les États sont bien incapables de s'entendre à l'échelle mondiale pour prendre des décisions politiques à la hauteur de l'urgence de la situation. Et ça, malgré les rapports, malgré les avertissements que les scientifiques ont multipliés depuis une trentaine d'années. Les conférences internationales sur le climat qui se sont succédées ont, au-delà des beaux discours et des leçons de morale, concrètement, elles ont échoué à diminuer les rejets de gaz à effet de serre responsables de ce réchauffement climatique. Pour citer qu'un chiffre, ces rejets ils sont aujourd'hui 60% supérieurs à ce qu'était leur niveau de 1990, c'est-à-dire au moment où ce cycle de conférences sur le réchauffement climatique a commencé. Et si les États, quel que soit le gouvernement, n'ont jamais pris de décision politique à la hauteur des enjeux, c'est avant tout parce que cela aurait voulu dire s'en prendre frontalement aux intérêts des multinationales et en premier lieu celles des énergies fossiles qui dominent toute la vie sociale et économique et dont ils servent en réalité des intérêts. Alors pour ne prendre qu'un exemple tout frais de cette complaisance des États à leur égard, hier, alors que Borne présentait le nouveau plan écologique du gouvernement qui s'appelle France Nation Verte, c'est très joli, et dans le même temps, Macron, il annonçait que la France allait se retirer du traité sur la charte de l'énergie. Alors c'est une annonce, c'est pas fait. Mais quand même, ce qu'il faut savoir, c'est que ce traité, il est vieux de 30 ans. Il a toujours été dénoncé par toutes les ONG environnementales, mais tout simplement parce que c'est un traité qui permet aux multinationales des énergies fossiles, c'est-à-dire les multinationales du pétrole, du charbon, d'attaquer dans des cours privés, exprès, dans le cadre de l'OMC, mais les États même peuvent leur demander des dédommagements si ces États essaient de mettre en place des politiques qui pourraient réduire les marges de bénéfices, donc la rentabilité de leurs entreprises. Donc en gros, une multinationale du pétrole, elle peut attaquer l'État français s'il décidait de plus taxer ou de réduire. Donc ça veut dire que ça fait 30 ans que les États acceptent que finalement les profits des multinationales passent avant la lutte contre le réchauffement climatique. Alors c'est pas étonnant après que la France soit systématiquement, régulièrement en tout cas épinglée par ses propres tribunaux officiels pour son incapacité à atteindre ses objectifs de réduction des émissions de CO2 tel que c'était prévu par l'accord de Paris qui avait eu lieu en France il y a quelques années. Donc les conférences internationales sur le climat, elles ne sont en réalité que les vitrines promotionnelles d'un capitalisme vert, permettant avec le plus parfait cynisme aux multinationales responsables de la situation d'empocher au nom de la transition énergétique des fonds publics, tout en continuant à faire du profit, en exploitant les populations, en pillant les richesses naturelles, en ravageant l'environnement, à grand renfort, encore une fois, de fonds publics, et cela au nom de la transition énergétique. Et c'est la même chose qui se passe avec la planification écologique annoncée par Macron, ou à l'échelle européenne avec le Green New Deal, qui ne serviront à rien que de favoriser ce capitalisme vert.
Alors un autre exemple de ce double langage entre les multinationales et les États, à leur service depuis 30 ans, c'est que malgré tous ces discours, bien dans ce qu'on appelle le mix énergétique, eh bien la part des énergies fossiles, en fait, elle n'a baissé que de 4%, elle était de 86% en 92, 82% en 2021. Donc en fait, les énergies renouvelables ne remplacent pas les énergies fossiles, elles s'y ajoutent, et permettant souvent aux mêmes multinationales de faire du profit sur les deux tableaux. Faire du profit avec les énergies fossiles, avec le pétrole, le gaz, comme on le voit aujourd'hui, en spéculant, ce qui est un des moteurs de l'inflation, mais aussi grâce aux énergies renouvelables, parce que ça permet aux États de bénéficier d'aide au nom de la transition énergétique. Donc en fait, depuis 3 décennies, les concentrations dans l'atmosphère de gaz à effet de serre, elles ont atteint des niveaux records, niveaux inconnus de toute l'histoire humaine. Même si on remonte sur 800 000 ans, là on atteint des concentrations dans l'atmosphère qui sont inégalées, et d'ailleurs tout comme la hausse du niveau des océans. Alors le changement climatique, il semble désormais inévitable. Et les scientifiques nous disent d'ailleurs qu'il est plus rapide en France que ce qu'ils avaient prévu, et qu'à l'échelle du monde, un certain nombre de points de bascule sont sur le point d'être franchis, notamment la fonte des glaciers, le dégel du permafrost, et ce qui peut entraîner des modifications des grands courants marins, comme le Gulf Stream. Il ne semble plus guère possible d'empêcher cette accentuation rapide du réchauffement climatique qui entraînera inévitablement la multiplication d'événements catastrophiques, incendies, inondations, orages, mais aussi pandémies, comme on a pu voir ces derniers mois, ces dernières années. Alors au moins, faudrait-il anticiper, s'y préparer, s'y adapter en mobilisant les moyens matériels et humains suffisants pour être capable de protéger les populations. Mais là aussi, c'est tout le contraire qui se passe, comme on a pu le voir cet été avec les incendies, par exemple en Gironde. Car s'ils ont pris cette ampleur catastrophique, c'est certes à cause des fortes températures, à cause de la sécheresse, mais aussi à cause de toutes les politiques de démantèlement des services publics, que ce soit l'ONF qui est censé s'occuper de la gestion publique des forêts, de Météo France qui est quand même censé aussi prévoir, ou des pompiers qui n'ont pas cessé de dénoncer depuis des années leur manque de moyens matériels, camions-citernes ou Canadair, comme ça a été le cas cet été. Les politiques menées par tous les gouvernements de démantèlement des services publics, d'ouverture au marché, d'ouverture à la concurrence, en fait n'ont fait que désarmer l'ensemble de la société pour faire face aux catastrophes entraînées par la crise climatique, comme d'ailleurs cela avait été le cas avec la pandémie. Alors du coup, on peut dire que le système capitaliste, il est non seulement responsable de l'accélération et de l'ampleur prise par le réchauffement climatique, qui menace l'avenir même de l'humanité, il est non seulement le principal obstacle pour y faire face, mais il est aussi incapable de gérer l'urgence, incapable de protéger les populations de ces effets catastrophiques les plus immédiats. Et pour cela, le réchauffement climatique, ce n'est pas un problème à part, déconnecté de l'évolution du capitalisme mondialisé, et donc de la lutte des classes. Il est illusoire de croire que c'est un problème qui pourra trouver une solution en changeant les comportements individuels, ce qui d'ailleurs se traduit le plus souvent par des leçons de morale aux plus pauvres, ou par des solutions techniques qui, comme avec la voiture électrique, là, on a le mondial de l'automobile qui nous vante les mérites de la voiture électrique, mais en fait on sait que ces solutions techniques ne font que préparer de nouvelles catastrophes, ne serait-ce qu'à cause de comment elles sont fabriquées, comment on fait les batteries et qu'est-ce qu'on fera des batteries usagées, etc. En réalité, la crise écologique globale, elle est avant tout la conséquence de l'aberration du système capitaliste, de ce mode de production qui repose sur l'exploitation du travail humain et sur le pillage des ressources naturelles, et qui ne poursuit d'autre but qu'une accumulation sans fin du capital, ce qui fait que dans sa logique, il ne connaît pas de limites, et que les limites des ressources naturelles ou les limites des cycles naturels de la planète ne rentrent pas dans ces livrets de comptes et de rentabilité. La propriété capitaliste des moyens de production, elle permet à une poignée de multinationales de soumettre toute la production des biens indispensables à la vie sociale à une logique mortifère qui est celle de la course au profit, sans aucune considération pour les besoins réels des populations, ni pour la préservation de notre environnement. Les défenseurs du capitalisme prétendent, contre l'évidence même, que les besoins fondamentaux de la société ne pourraient être satisfaits que s'ils entrent dans le cadre du marché, de l'initiative privée, de la concurrence et du profit. Mais c'est un mensonge qui se révèle au grand jour avec l'accumulation de catastrophes écologiques, sociales et économiques auxquelles on assiste depuis quelques années. Parce que l'irrationalité du capitalisme ne peut qu'entraîner, en plus de l'explosion des inégalités, de la concurrence et de la guerre, ne peut qu'entraîner des déséquilibres écologiques totalement incontrôlables dans le cadre d'un système où la course au profit prend le pas
sur toute tentative d'organiser rationnellement la production de biens utiles. Et c'est pour cela que les gouvernements sont bien incapables de mettre en œuvre la moindre politique coordonnée à l'échelle du monde, répondant à l'intérêt général, que ce soit pour limiter l'ampleur de ce réchauffement, ou que ce soit pour gérer, encore une fois, dans l'urgence, les situations catastrophiques qu'il entraîne. En s'étendant à toute la planète, le mode de production capitaliste a révélé à quel point ces contradictions empêchaient la société humaine d'être maîtresse de son destin. 4 décennies de mondialisation ont abouti à un chaos destructeur qui désorganise, paralyse la marche de la société, la rendent incapable, malgré tous les progrès scientifiques et techniques accumulés, de gérer la crise climatique sur le long comme sur le court terme. Incapable de s'attaquer à ses causes profondes, comme incapable d'aider les populations à se protéger de ses conséquences. Alors, la crise écologique, sous ses multiples aspects, que ce soit le réchauffement, l'effondrement de la biodiversité, les pollutions de l'eau, de l'air, des sols, est une manifestation du caractère spécifique, global, de la crise actuelle du capitalisme, de la faillite historique d'un système et de l'impasse que constituent aujourd'hui les frontières, les États et les institutions qui le défendent. J'insiste parce que comprendre les causes profondes de la crise écologique, c'est prendre conscience que face à ces catastrophes annoncées, mobiliser tous les moyens humains, scientifiques, techniques pour mettre en œuvre à l'échelle de la planète des solutions à la hauteur des enjeux, implique d'affronter les intérêts sociaux et politiques des classes dominantes. Donc affronter les intérêts d'une poignée de multinationales et de leurs actionnaires, de remettre en cause la propriété capitaliste, les frontières et donc les États. L'écologie sans lutte de classe, c'est du jardinage, pour reprendre ce slogan des manifestations de la jeunesse pour le climat. Et pour le compléter, on pourrait aussi dire, sans lutte de classe, l'écologie peut être que sur le fond qu'une opération de greenwashing des vieilles illusions réformistes, parce qu'aujourd'hui, tous les partis font de l'écologie un fonds de commerce pour vendre des illusions. Tous les partis qui postulent aux affaires dans le cadre du jeu institutionnel ont pris à bras-le-corps cette thématique, y compris quand ils se revendiquent de l'écologie politique ou de l'éco-socialisme. Tous espèrent capter la légitime inquiétude d'une large partie de la population et de la jeunesse face à la crise climatique à coup d'éco-promesses qui ne pourront tenir une fois élus parce qu'ils sont trop respectueux des institutions, de la propriété privée pour remettre en cause la course au profit. Face à l'urgence climatique, face à l'incurie des classes dominantes, des États à leur service, il apparaît de plus en plus clairement qu'il n'y aura pas d'issue à cette crise dans le cadre des institutions actuelles et qu'il faudra se mobiliser, lutter pour imposer des solutions radicales qui remettent en cause le fondement de la société même. Discuter de ces solutions radicales, discuter donc des perspectives des luttes pour la défense de l'environnement, ne peut non plus se réduire au débat qui traverse actuellement, depuis quelques années, le mouvement entre les défenseurs d'une lutte qui devrait rester non violente et ceux qui voudraient que le mouvement se radicalise à travers des actions plus directes, que ce soit des actions qui s'en prennent aux infrastructures pétrolières, par exemple aux infrastructures des multinationales de l'énergie, comme les pipelines, comme ça s'est fait aussi dans certains endroits, ou des actions symboliques, comme celles qu'on a pu voir dernièrement. Je pense que tout le monde a vu la soupe déversée sur le tableau de Van Gogh. Prendre conscience que le réchauffement climatique est intimement lié aux contradictions du capitalisme et vouloir s'attaquer aux racines du problème implique non de détruire des installations ou de s'en prendre à des symboles, mais de remettre en cause la domination des multinationales. Ce qui veut dire remettre en cause la propriété privée capitaliste, les fondements même de la société capitaliste, pour en finir avec cette absurde logique mortifère d'accumulation du capital, et qui ne peut qu'accentuer cette rupture entre la société humaine et son environnement. C'est pour ça que la catastrophe climatique, elle rejoint la catastrophe sociale, sans oublier d'ailleurs l'urgence sanitaire. Elles sont toutes les trois le produit d'une faillite globale du capitalisme mondialisé, et c'est bien pourquoi elles se rejoignent dans une seule et même lutte des classes. Fin du monde, fin du mois, même combat, comme le scandaient les Gilets jaunes dans leurs manifestations. Alors, d'un autre côté, les multiples aspects de cette faillite globale du capitalisme, elles entraînent partout dans le monde un renouveau de la révolte sociale, dont les mobilisations de la jeunesse contre le climat. C'est pour cela que l'impasse de la situation actuelle, elle est aussi finalement porteuse d'espoir, car elle ne peut qu'entraîner la généralisation des révoltes qui éclatent déjà partout dans le monde, et à travers lesquelles s'exprime le besoin et l'aspiration à prendre en main ses affaires pour mettre un terme à cette logique infernale.
Plus que jamais, le décalage est devenu insupportable entre tous les progrès scientifiques et techniques qui ont permis de faire du monde ce village planétaire qui a unifié comme jamais l'humanité, et le creusement des inégalités sociales, la violence des rapports d'oppression et d'exploitation, les ravages que subit l'environnement et l'incapacité à faire face aux catastrophes entraînées par le réchauffement climatique et la crise écologique plus généralement. C'est à travers ces luttes qu'émergent et s'expriment de nouvelles aspirations démocratiques, une nouvelle conscience de classe qui, de fait, oppose l'immense majorité de la population à cette minorité de classe dominante dont les intérêts divergent irrémédiablement. C'est cette révolte qui est porteuse de la rupture possible et nécessaire avec le capitalisme en toute indépendance des institutions. Car de fait, toutes les solutions envisageables pour s'attaquer aux causes profondes de la crise écologique, mais aussi, encore une fois, pour faire face à l'urgence des catastrophes qu'elle entraîne, aboutissent à poser la question de qui dirige cette société en fonction de quels intérêts sociaux. L'urgence de faire passer la défense des intérêts du plus grand nombre et la préservation de l'environnement avant ceux d'une minorité de profiteurs implique de conquérir la démocratie, c'est-à-dire de construire le pouvoir de ceux qui, par leur travail collectif, font tourner cette société. Cette réelle démocratie ne pourra qu'être imposée par le monde du travail et la jeunesse, exerçant directement leur contrôle sur l'économie, en faisant pour cela des incursions profondes dans le domaine de la propriété capitaliste, pour reprendre une expression de Trotsky, jusqu'à l'expropriation des multinationales, des groupes financiers et des banques. Ce n'est qu'en rupture avec l'ordre social actuel, en prenant directement, collectivement le contrôle de la marge de la société pour imposer d'autres choix sociaux, que l'ensemble de la production et des échanges pourra être réorganisé, géré rationnellement, dans le cadre d'une planification démocratique au service de la satisfaction des besoins de tous. Il n'y a pas d'autre issue à la crise écologique qui accélère et menace l'avenir même de l'humanité que de construire une autre façon de produire et d'échanger. Ce qui veut dire changer de mode de production, remettre en cause la propriété capitaliste et la domination des classes exploiteuses, et pour cela, s'organiser pour la transformation révolutionnaire de la société. Et c'est alors que l'ensemble de la production et des échanges pourra être réorganisé, pour être mis directement au service de la satisfaction des besoins de tous, dans le cadre d'une société démocratique et solidaire. C'est en réalité la seule possibilité pour construire une relation harmonieuse entre la société humaine et la nature dont elle est partie intégrante, et ainsi d'ouvrir de nouveaux horizons au développement de l'humanité. Voilà.